Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Où que vous soyez, bonjour ou bonsoir avec le Cercle des Chroniqueurs, nous sommes ravis de vous savoir à l'écoute pour la première émission de l'année. C'est l'occasion de vous souhaiter une excellente année. J'ai le plaisir de démarrer cette première avec Annabelle Guiraud et sa chronique Sport pour Yel. Bonsoir Annabelle. Bonsoir Brahim, bonsoir à toutes et tous. Et oui, ce soir, en ce début d'année, période des bonnes résolutions, c'est une rubrique Sport pour Yel avec l'interview de deux représentants des frontrunners de Paris, Mélanie et Sébastien, à l'occasion de la course de la Saint-Valentin, le 17 février prochain. Bonsoir Mélanie, bonsoir Sébastien. Bonsoir Brahim, bonsoir Annabelle. Bienvenue parmi nous. J'écris ton nom est présenté par Valérie Beau. Bonsoir Valérie, bonne année. Bonsoir, quel bonheur de vous retrouver. Alors ce soir, j'ai écrit le nom de Catherine Laurent, qui a écrit un très beau livre qui s'appelle La possibilité d'un enfant. Ça va être passionnant tout à l'heure avec toi. Et nous allons maintenant passer à Éric Garnier. C'est à lire, le rendez-vous d'Éric. Bonsoir Éric. Oui, alors, un film et un livre, donc je vais essayer de tenir en 8 minutes. Voilà, ils viennent de sortir. En tout cas, le film s'appelle Le choix de Rafi. Et le roman, il est sorti au début de l'automne. Mais il n'est pas trop tard, vous allez voir pourquoi. Les Sons de la Fierté sont réalisés par Nathan Hilero et Anatole Macha. Bonsoir à vous deux. Bonsoir Brahim. Alors ton sujet ce soir Anatole ? Eh bien ce soir je vais parler de The Caretaker. Oui. Bonsoir Nathan. Bonsoir Brahim. Moi, dans ce cas-là, je vais parler d'un très grand pianiste. Je ne vous en dis pas plus parce qu'en fait, tout simplement, je vais avoir une très grosse chronique par rapport à lui. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. Pendant les fêtes de Noël, il y a eu une forte effervescence autour du cas Depardieu et du président Macron qui le soutient. Premier épisode, avant Noël, une émission de France Télévisions, complément d'enquête, révèle des extraits d'un documentaire tourné plusieurs années auparavant en Corée du Nord, mais encore jamais diffusé. On y voit Gérard Depardieu faire des remarques sexistes et obscènes à des femmes qui ne comprennent pas le français. Il sexualise aussi une fille de 12 ans sur un cheval. Yann Moix, le documentariste, avait gardé les images pour lui. Deuxième épisode. Les propos de Depardieu soulèvent un scandale car l'acteur est déjà visé par plusieurs plaintes de femmes pour viol et agression sexuelle. Quand on entend ces commentaires libidineux à l'encontre des femmes dans le documentaire, on ne peut que donner du crédit aux accusations de viol et d'agression sexuelle. Troisième épisode, une cinquantaine de personnalités du monde du cinéma apportent son soutien à Depardieu dans une tribune lancée par un comédien et journaliste écrivain pour des médias d'extrême droite. Quatrième épisode, le président de la République Emmanuel Macron s'exprime dans une émission de France 5. Il affirme avoir eu Depardieu au téléphone. Il dit que l'acteur fait la fierté de la France. Et là, un important contre-mouvement naît aussitôt de la société civile. Plusieurs tribunes publiées dans la presse, Le Monde, Mediapart, mais aussi sur Instagram, s'indignent face à ce soutien présidentiel. Voici pourquoi on accueille ce soir pour en parler Florent Pommier, journaliste et photographe, initiateur de la tribune de l'association MeToo Média, publiée par le journal Le Monde, qui a recueilli plus de 7000 signatures. Bonsoir Florent, comment ça va ? Bonsoir. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Florent, 7000 signatures, c'est pas rien quand même. C'est pas rien, surtout que nous, on n'a pas le réseau de Depardieu et tous ses amis. Il n'était que 50. Au fond, on aurait pu faire un bras d'honneur. Et puis finalement, ils sont plus 50 parce qu'il y en a un certain nombre qui ont retiré leur signature vu le tollé. Donc, on voit que les rats ont quitté le navire. Alors comment est née cette tribune qui cible le président Macron ? Justement, elle est née de notre indignation à plusieurs dans l'association MeToo Média. On est créé depuis 2 ans au départ autour de l'affaire PPDA et puis ça s'élargit à toutes les affaires de violences sexuelles et sexistes dans le monde médiatique et aussi le monde culturel. On a notamment dans l'association deux victimes de Depardieu, dont Charlotte Arnoux, qui est désormais un peu plus connue, malheureusement pour elle, parce que victime de viol et qui a porté plainte contre l'acteur français. On ne pouvait pas ne rien dire surtout face à ce que Emmanuel Macron a dit comme, on va dire,
grossièreté par rapport aux victimes. C'était un doigt d'honneur aux victimes de leur dire que Depardieu était la fierté de la France. À tout le moins, il aurait pu avoir un mot pour les victimes et ne pas dire que c'était une fierté d'avoir cet acteur. Ok, on peut encore regarder ses films, on ne va pas les effacer, mais l'homme n'est pas du tout celui qu'on imaginait peut-être. Enfin, en tout cas, dans le milieu, ça fait des décennies que Depardieu, il est montré, il est pointé du doigt, qu'il est moqué, voire il est honni, haï par ses comportements, par ses comportements violents, par ses comportements sexistes. Ce n'est pas nouveau, mais il y a dans la loi du silence dans le cinéma français encore. Quels sont les objectifs de la tribune, et quelles sont les mesures ou les changements concrets qu'elle demande au président Macron et à la société en général, Florent ? L'objectif, c'était de faire entendre un autre son de cloche que celui de Depardieu et ses 50 soutiens qui donc sont peut-être 40 ou 30 maintenant, et un autre son de cloche que celui donné à la télé par le président lui-même. Il a fait de la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences sexuelles et sexistes au sens large sa grande cause du quinquennat. Eh bien, pardon, mais on ne dit pas cela à la télévision quand on en fait une grande cause de son quinquennat. Ce n'est pas possible. Donc il est complètement dissonant. On voulait rétablir une certaine forme de justice envers toutes les victimes de violences sexuelles, et il y en a malheureusement des dizaines, des centaines de milliers, pour faire comprendre qu'il avait vraiment loupé le coche. Il aurait pu, à ce moment-là, plutôt avoir une position d'équilibriste, je dirais même dans beaucoup de cas. Il fait ce en même temps, désormais, qui est devenu presque une expression, qui est devenue une expression politique. Ce en même temps, il l'a complètement oublié avec l'affaire Depardieu, et c'est extrêmement dommageable pour un bon nombre de victimes qui, elles, se sont pris un vrai retour de bâton. Nous, on voulait le dire haut et fort. On a été suivis finalement par des milliers de signataires, mais aussi par d'autres. On a initié le mouvement, certes, mais ensuite il y a eu plein d'autres pétitions, et c'est ça qui est très intéressant, que la société civile bouillonne. Il y a beaucoup d'autres mouvements qui se sont mis à l'unisson pour dire non, là c'est pas possible, Monsieur Macron et Monsieur Depardieu, vous faites partie d'un ancien monde, et le nouveau qu'on veut construire, ce nouveau-là, il n'aura pas des comportements, en tout cas on va s'y atteler, on s'y attelle tous les jours. On ne veut pas ce type de comportement. On doit pouvoir travailler, parce que le cinéma et le journalisme et les médias sont des lieux de travail. On doit pouvoir travailler sans subir ces violences-là. Alors justement, comme tu parles de cinéma, est-ce que cette affaire met en lumière des problèmes justement plus larges dans l'industrie du cinéma français en ce qui concerne le harcèlement et les abus de pouvoir? Est-ce qu'il existe encore des mouvements ou des initiatives visant à changer cette culture dans l'industrie, Florent? Oui, dans le cinéma français, maintenant, il commence, c'est progressif et c'est surtout un retard par rapport aux États-Unis, par exemple, mais à avoir par exemple un nouveau métier, celui d'accompagnateur de scènes de sexe ou de jeux intimes. Accompagnateur, accompagnatrice, c'est une personne qui, sur le tournage, s'assure que les comédiens, les acteurs, actrices soient, on va dire, dans bonne santé physique et mentale, et conservent cette bonne santé physique et mentale lors de scènes qui peuvent être bouleversantes parfois pour elles, pour eux. C'est aussi dans ces interstices-là, en coulisses, que se passent des violences sexuelles dans le monde du cinéma, et parfois lors du tournage en lui-même, devant des dizaines de personnes autour, où il peut y avoir... Et c'est pour ça que ce nouveau métier essaie de mettre à l'aise et de faire bien comprendre qu'il y a des limites et que l'actrice ou l'acteur doit poser ses limites lors du tournage pour éviter justement à subir des violences en direct devant les caméras, au fond, avant le montage, bien sûr. Les réseaux sociaux, donc il y a eu beaucoup de réactions face à cette polémique. Oui, les réseaux sociaux, pour le coup, entre les fêtes, entre Noël et le jour de l'an, ont énormément relayé, beaucoup de personnes ont relayé toutes les tribunes, toutes les pétitions qui ont asséné au fond, et nous avec notre ligne
anti-Depardieu et anti-Macron, dans ce cas, de ce qu'il a dit sur France 5. On doit désormais prendre à bras-le-corps ce sujet, plus évidemment, bien au-delà du cinéma, dans tous les secteurs et dans tous les pans de la société. Nous, on se concentre sur les médias et la culture, mais on doit accompagner la prise de conscience, on doit accompagner les victimes avec des dépôts de plainte. Mais les dépôts de plainte, et on voit bien la justice est trop lente et pas assez bien organisée, et la loi est probablement encore trop restrictive. Donc ce n'est pas tout ça n'est pas efficient. Donc il faut mettre la pression, et on la met. La pression, elle vient aussi du quatrième pouvoir, c'est le pouvoir médiatique, qui vient de ce champ-là social. On attend beaucoup, je pense, les gens attendent beaucoup des médias pour qu'on mette la pression sur cet ancien monde, qu'on mette la pression sur les agresseurs, les violeurs, en leur disant « on vous voit ». Désormais, on ne lâchera pas, on ne se taira pas, c'est vous qui êtes en faute. MeToo Média, donc s'il y a des personnes qui souhaitent vous rejoindre, s'il y a des personnes qui souhaitent alerter, quoi que ce soit, donc comment ça se passe, comment ça fonctionne ? Eh bien, metoomedia.org, vous allez sur le site, vous pouvez nous contacter, on a des différents emails de contact. Il y a une commission victime et malheureusement, on a beaucoup de cas. Depuis 2 ans qu'on est créé. Donc, et on accompagne des victimes, qu'elles soient anonymes ou au contraire un peu plus connues, que les victimes soient des victimes d'agresseurs connus ou alors complètement inconnus. On ne fait évidemment pas de distinction. On accueille évidemment tout le monde et on oriente, si besoin, vers d'autres structures si on ne se sent pas, si on n'a pas les capacités de le faire. Mais la plupart du temps, évidemment, on prend beaucoup de temps d'écoute. On peut aussi accompagner vers le dépôt de plainte, et avec une aide financière pour des honoraires d'avocat, on peut aider des victimes. Donc n'hésitez pas au moins à prendre contact et on saura réorienter si vous vous sentez plus à l'aise à tel endroit ou à tel autre. Bravo pour ce travail et à bientôt dans mon micro. À bientôt, merci beaucoup de nous avoir reçus. À très bientôt, merci Florent. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nathan. Oui, tout à fait. Et du coup, en fait, je vais vous parler d'un certain pianiste. Alors déjà, il faut savoir quand même qu'on a eu beaucoup d'artistes ou de personnalités qui avaient Michel dans leur nom. Michel Sardou, Michel Berger, Michel Jonas, Michel Polnareff, Michel Legrand, Michel Denisot, Michel Onfray, Michel Platini, Michel Drucker, Michel Foucault, Michel Fugain, Michel Gondry, Michel Hazanavicius, Michel Hidalgo, Michel Leb, et d'autres encore comme Michel Sapin, voilà, Eddie Mitchell, non, excusez-moi, effectivement ça marche pas, Eddie Mitchell, Georges Michel ou encore Michel, fils de Jacques. Voilà. Bref, sinon, au cœur du jazz contemporain, il y a une figure qui émerge. Elle transcende les barrières physiques et émotionnelles par la puissance de sa musique, un certain Michel Petrucciani. Ce pianiste virtuose, bien que frappé par la maladie, a laissé un héritage musical qui résonne avec une profondeur émotionnelle et une maîtrise technique inégalée. Né le 28 décembre 1962 à Orange, en France, Petrucciani a montré son génie musical dès son plus jeune âge. Malgré une maladie osseuse rare, il a commencé à jouer du piano à 4 ans, développant rapidement une technique et une musicalité étonnantes. Sa petite taille ne reflétait en rien la grandeur de sa présence musicale. Michel Petrucciani a puisé dans une variété d'influences musicales tout au long de sa carrière. Du jazz classique au bebop en passant par le free jazz, son jeu virtuose et son improvisation audacieuse ont captivé un large public. Ses albums tels que Power of Three et Michel Plays Petrucciani sont des témoignages de sa capacité à naviguer avec aisance à travers les divers sous-genres du jazz. Sa carrière a été ponctuée de rencontres mémorables avec d'autres géants du jazz. Il a collaboré avec des artistes tels que Charles Lloyd, Wayne Shorter et Jim Hall, laissant une empreinte indélébile sur des enregistrements qui sont aujourd'hui considérés comme des classiques. L'une des collaborations les plus mémorables de Petrucciani a été avec le joueur d'orgue Eddie Lewis. Leur duo, capturé dans l'album Conférence de presse, illustre parfaitement la chimie musicale unique qui pouvait surgir entre 2 maîtres de leurs arts. La musique de Petrucciani était bien plus qu'une démonstration technique. Chaque note semblait être une fenêtre ouverte sur son monde intérieur, exprimant une gamme infinie d'émotions, de la joie éclatante à la mélancolie profonde. Son interprétation de standards tels que My Funny Valentine était empreinte d'une sensibilité unique.
La mort prématurée de Michel Petrucciani en 1999, à l'âge de 36 ans, a mis fin à une carrière en plein essor, mais son héritage musical perdure. Il a laissé derrière lui une discographie riche et variée, et son influence continue de se faire sentir chez de nombreux pianistes de jazz contemporain. Si vous voulez, vous pouvez regarder un très beau documentaire sur lui, sur Quest TV. Je vous promets, ça en vaut le détour. Michel Petrucciani, c'était donc un géant de la scène du jazz, non seulement en raison de sa virtuosité technique, mais aussi en raison de sa capacité à communiquer des émotions complexes à travers les touches du piano. Son histoire de détermination face à l'adversité personnelle et sa contribution exceptionnelle à la musique font lui d'une figure inspirante et un pilier du jazz moderne. Bien que son temps sur Terre ait été écourté, sa musique vibrante et intemporelle continue de résonner dans le cœur des auditeurs, rappelant que la vraie grandeur transcende les limites physiques, que l'âme de l'artiste persiste aussi bien au-delà des notes jouées. On va écouter donc un magnifique morceau de sa part. Il s'agit de Brazilian No. 2, et donc on va écouter tout ça tout de suite. C'est de Michel Petrucciani.
le cercle des chroniqueurs. Et parmi le cercle des chroniqueurs, Éric Garnier, pour C'est à lire, tu nous présentes un film. C'est à lire, c'est à voir, c'est ma chronique mensuelle. Donc voilà. Alors, là, un film, pour un démarrer. DVD de chez Épicentre qui sort là ces jours-ci et qui s'appelle Le choix de Raffi. C'est un film de Adrien Sylvestre. Alors, si je vous dis que Raffi, c'est plutôt Raphaël, 2 LE, vous sentez bien que ce film va aborder la transition de genre. Alors, c'est un film assez étonnant, non pas sur le fond, mais sur la forme. C'est-à-dire que on se demande, est-ce que c'est un film de fiction avec une actrice, des acteurs, ou un documentaire? Et en fait, c'est une sorte c'est pas du tout une fiction, c'est un documentaire, mais transposé en film. C'est-à-dire que c'est pas un reportage qui a été filmé sur le vif. Non, c'est une histoire vraie, l'histoire de ce jeune garçon qui veut absolument devenir une jeune fille. On est aujourd'hui entre Paris et Madrid, et on va suivre donc le cheminement qui n'est jamais facile, même si ses parents la soutiennent vraiment, ça c'est déjà très très notable. Et donc on va la voir dans les, voilà, c'est assez classique, les rendez-vous avec les médecins, les questionnements personnels, ces tentatives d'avoir des histoires avec des hommes. Donc il y a des scènes qui sont reconstituées avec des acteurs professionnels, mais ce sont des choses, des aventures que certainement Raphaël, qui est donc l'héroïne, l'actrice et en même temps la vraie protagoniste de cette histoire. C'est son histoire qu'elle raconte, mais en jouant la vérité, en fait. Voilà. Donc ça donne un film assez étonnant et tout à fait qui est très crédible, et on passe par un peu toutes les affres ou tous les affres. Tiens, je ne sais pas si c'est masculin ou féminin. Les affres. Bon, de cette jeune femme qui parfois pleure, parfois ne sait pas si sent que certains garçons s'éloignent d'elle quand ils ont compris un peu toutes les questions que ça pouvait soulever au-delà d'un plan d'un soir avec elle. Elle souhaite autre chose. Enfin, c'est tout à fait intéressant, touchant. Voilà, ça pose vraiment les questions d'aujourd'hui, et c'est vrai que c'est très bien tourné, donc on n'assiste pas comme dans des docus à des drames tout d'un coup, le personnage tombe en larmes, etc. Oui, elle va pleurer, mais en tout cas ce sont des larmes qui sont travaillées, mais qui sont quand même tout à fait authentique, si je puis dire. Alors ça s'appelle Le choix de Raffi. Ce choix, c'est celui d'un garçon qui veut devenir une fille, une jolie fille d'ailleurs, mais voilà, je conseille aux apprentis, aux personnes qui auraient envie de changer de sexe, de lire, de voir ce film, et à tout le monde, parce que voilà, c'est une question dont on parle beaucoup, la transidentité. Il faudrait quand même savoir ce qu'on critique quand on est contre, et aussi pourquoi on est pour. Voilà. Le roman, tu proposes, oui, comme lecture. Alors, le roman, c'est un roman chez Gallimard, qui est sorti, disons, au mois d'octobre. Il s'appelle Hors saison. Alors, on peut le présenter n'importe quand. Voilà, même si la saison de la sortie du livre est un petit peu passée. C'est un roman de Basile Mulciba, un très joli nom. Et c'est un livre un peu étonnant aussi. On est donc c'est un roman d'un style très feutré, un peu comme cette impression qu'on a quand il a neigé
et qu'il y a une bonne couche de neige dans un endroit où normalement il ne neige quasiment jamais. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a une sorte d'atmosphère, les bruits ne sont pas les mêmes, bon voilà. Et lui, il a un style vraiment très feutré, il n'y a pas un mot qui dépasse. Son but, c'est pas de faire du style, d'épater le bourgeois. Alors cette saison, c'est une saison de ski. Pourquoi ? Eh bien, Yann a-t-il décidé de quitter sa copine, sa 3e année de médecine ? Je pense qu'il habite Nice et il se dirige, en vue de la saison de ski, vers l'arrière-pays niçois, et où il y a de la neige. Et là, la neige, c'est comme un peu dans le désert des Tartares de Buzzati, je crois. On attend les ennemis, on scrute, mais ils ne viennent jamais. Et le problème, c'est que cette saison de ski, la neige ne vient pas. Et donc Yann, qui était là pour ça, ça lui pose un certain nombre de questions, quand même, sur pourquoi suis-je là, est-ce que j'ai bien fait ? Il va rencontrer le patron de l'hôtel, où il doit normalement accueillir des clients qui ne viennent pas. Et ce Hans, qui est assez mystérieux aussi, on va par bribes découvrir quelques éléments seulement de leur parcours. Ce sont au départ des hétérosexuels. Voilà, quel effet va avoir sur leur humeur, leurs sentiments, qu'est-ce que ça va avoir, qu'est-ce que cette attente interminable va avoir sur leur relation. On sent bien, voilà, qu'il se passe des micro-choses, si je puis dire, entre eux, mais le roman reste quand même donc dérangeant dans le bon sens du terme, car on ne sait pas trop à quoi se raccrocher. Il reste assez mystérieux, le romancier Basile Mulciba dit vraiment le strict minimum. Il est très économe de son style, de ses effets. Il y a un seul rebondissement, donc n'attendez pas de ce livre. Voilà, c'est un livre d'atmosphère, d'ambiance, quasiment de huis clos, où l'on attend ce qui ne viendra pas et où arrive ce qu'on n'attendait pas. Pour terminer, on peut dire que la suite est très ouverte. Il y a un rebondissement, une fin, mais on n'a qu'une envie, c'est de les retrouver, ces personnages. Que va-t-il se passer ? Eh bien, c'est à chacun d'entre nous d'imaginer la suite. Et ça s'appelle donc Hors saison de Basile Mulciba dans la splendide collection Gallimard. Voilà, donc deux œuvres tout à fait attachantes et qui sortent de l'ordinaire, même si on pourrait croire que le roman a l'air tellement simple et d'une écriture, j'allais dire, blanche comme la neige. Eh bien, malgré cela, on est vraiment capturé. Ouais. Merci Eric. S'il fallait faire un petit tour de table et nous dire un peu, vous optez pour le livre ou le film ? Tiens, on va faire parler de nos invités justement avant l'interview. Je trouve que la façon de décrire le livre donnait très envie. Très très envie. Ouais. Non, le livre a l'air très, très chouette. Ouais. Et toi Eh bien moi, Valérie, sur la transidentité et la transition de genre, et qui finalement... tu disais, est-ce qu'on est pour ou on est contre ? En fait, on est pour que les gens soient eux, et donc on est pour eux. Et donc on respecte et on vive les personnes trans et qu'elles soient heureuses. Annabelle, les deux ? Eh bien, oui, les deux, avec une préférence pour le documentaire, pas fiction, mais la vidéo. Voilà, tout à fait. Et on verra qu'il y aura des liens avec le sujet qui suit. Merci Eric. Homo Micro, l'invité du jour. Et oui, on retrouve tout de suite Annabelle Guiraud et ses invités. La nouvelle année s'accompagne souvent de bonnes résolutions. Parmi les bonnes actions à mener, faire du sport et pour de belles causes. Avec la course de la Saint-Valentin le 17 février prochain au but Chaumont à Paris. Et pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Mélanie et Sébastien des Frontrunners de Paris, association LGBT+ de course à pied en Ile-de-France, organisatrice de cette course folle au sens propre comme figuré. Bonsoir Mélanie, bonsoir Sébastien. Bonsoir Annabelle. Alors après un succès phénoménal de l'édition 2023, les Frontrunners de Paris ont décidé de repartir pour une 24e édition de la course de la Saint-Valentin, un événement sportif
et inclusif. Et festif aussi. Alors racontez-nous, quel est l'objectif de ce rendez-vous annuel ? Déjà, merci pour ton invitation, Annabelle, de nous donner cette occasion de parler de la Saint-Valentin. Donc, la course de la Saint-Valentin, c'est une course organisée par les Frontrunners qui a pour but l'inclusion des personnes LGBT, mais c'est ouvert à tout le monde, à tous les niveaux, à toutes les tranches d'âge et aux personnes non LGBT. Le but, c'est de courir ensemble, de passer un bon moment et c'est un moment inclusif, populaire et festif. Et on n'est pas obligé d'être sportif de haut niveau ? Non, pas du tout. Il y a 2 distances, le 5 km et le 10 km. C'est pas un esprit de compétition. C'est vraiment le but, c'est de participer ensemble et de courir dans ce cadre idyllique qui est le parc des Buttes-Chaumont. Donc c'est ouvert de 18 à 99 ans. Il y a vraiment toutes sortes de tranches d'âge, toutes sortes de niveaux. Il y a des gens qui courent très vite, des gens qui courent beaucoup moins vite, et vraiment c'est ouvert à tous et toutes. Alors tu nous as parlé donc de 2 épreuves, 5 km et 10 km. Comment ça se passe ? On court tout seul ? On fait des équipes ? Alors, en fait, il y a 3 épreuves plutôt que 2. Il y a effectivement un 10 km solo. On part tout seul sur la ligne d'arrivée, sur la ligne de départ, et on arrive tout seul sur la ligne d'arrivée. On fait 4 tours du parc. Et effectivement, il y a un 5 km du haut. Mais alors, comme c'est la course de la Saint-Valentin, et que tout le monde n'est pas forcément en couple à ce moment-là, on a un 5 km du haut pour ceux qui sont en couple ou qui ont un binôme et qui veulent courir, ou ceux qui n'en ont pas, l'organisation leur trouve un cupidon ou une cupidon du genre qu'ils souhaitent et du niveau de course qu'ils souhaitent. Donc effectivement, ces 2 personnes qui ne se connaissent pas se retrouvent le matin de la course, font les 5 km et passent la ligne d'arrivée ensemble. Bon, on n'a pas encore eu de bébé cupidon, on en attend un, mais c'est une opération qui fonctionne bien et qui se remplit bien. On a pratiquement plus de place pour cette opération cupidon, tellement ça fonctionne bien actuellement. Alors justement, tu nous parles de places limitées, parce que chacune des 3 courses a un nombre de places limité, c'est normal, mais il y a peut-être aussi une date limite d'inscription. Alors, il n'y a pas de date limite d'inscription, si ce n'est la veille de la course, mais effectivement, l'année dernière, la course a été complète bien avant la fin de la course, la date de la course, qui cette année tombe le 17 février. Donc, si vous voulez vous inscrire, ne traînez pas trop. Inscrivez-vous avant la fin du mois, parce qu'on voit que les inscriptions partent fort, et on aimerait bien sûr que tous ceux qui ont envie d'y participer puissent y participer. Alors, je crois qu'il y a une nouveauté là parmi ces 3 épreuves. Alors, elles ne sont pas nouvelles, non, mais l'épreuve du 10 km est qualifiante ? Oui, elle est qualifiante pour le challenge de Paris. Les 10 km, le challenge des 10 km organisé par la Fédération française d'athlétisme. C'est-à-dire que la Fédé propose une dizaine d'épreuves qui sont des 10 km et vous cumulez des points et vous cumulez des places et vous pouvez à la fin de ces 10 km, à la fin de l'année, avoir une reconnaissance par la Fédération et quelques cadeaux podium. Donc ça va parler aux runners. Exactement, voilà. Exactement. Alors on a dit que cette course c'était de la diversité, de l'inclusion. C'était aussi festif, et ça va jusqu'à la remise des prix, où il y a une grande inclusion. Oui, alors là, déjà c'est une course qui est effectivement diverse et inclusive, mais qui est militante, qui est sportive parce que c'est les Buttes-Chaumont qui a du dénivelé et qui célèbre l'amour et qui est fun. Nous on a une dimension militante importante puisqu'effectivement pour les podiums on récompense les personnes les hommes, les femmes et les personnes non binaires. Donc on récompense les 3 genres. Et donc on les met en avant. C'est très très rare en France et on leur donne leur place à part entière parce qu'on est une course militante. Et cette année, on met en avant les personnes trans puisqu'on collecte une tombola pour une association qui s'appelle Acceptest, qui est une association qui œuvre pour les droits en général et tous les besoins des personnes trans qui souffrent de discrimination dans la société. Donc on rajoute cette dimension militante. Mais aussi on est une course très fun. On a un prix du déguisement, on a une fanfare, une batucada, un DJ, des pom-poms mythiques qui sont les pom-poms des frontrunners qui sont déguisés haut en couleur. Je vous invite juste, si vous voulez vraiment pas courir, venez quand même voir nos pom-poms. Elles sont uniques dans Paris, typiques de la culture, je dirais LGBT parisienne qu'on connaît tous haut en couleur. Et la fête, elle s'arrête pas à la fin de la course, elle continue le soir, non ? Oui, alors une soirée. C'est tout nouveau ça aussi. Mais oui. Alors, en fait, la matinée se déroule au parc des Buttes-Chaumont et ensuite on va faire la sieste, on se repose et ensuite on propose une soirée sur une péniche qui s'appelle le River Skiing. On propose une balade sur la Seine dansante pendant 2 heures. Donc, pour la modique tarif de 10 €, vous pouvez venir à cette fête. Elle se termine à 5h du matin pour les plus vaillants, ceux qui ont couru et fait la sieste et qui ont eu envie de danser après.
Très bien. Et je pense que là, les auditeurs et les auditrices, là, ils sont dans les starting blocks. Ils ont envie de s'inscrire. Il y a un site internet. On peut vous suivre sur des réseaux sociaux. Oui, on a tout ce qu'il faut. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook et sur le site de la Saint-Valentin. Donc c'est course Saint-Valentin avec st.org. Mais vous tapez Frontrunner de Paris, vous tapez course de la Saint-Valentin, vous allez tomber sur nous. On est bien référencés. Alors, ce chouette événement, il est rendu possible grâce aussi à la mobilisation des bénévoles. Et peut-être que derrière le poste radio, on a des auditrices et auditeurs qui veulent peut-être pas courir ou qui veulent courir, mais aussi vous donner un coup de main, un coup de pouce. Alors, comment faire pour devenir bénévole pour la course de la Saint-Valentin? Merci de le souligner. Donc c'est une course effectivement qui est associative et vraiment toute l'organisation et tout le modèle de cette course repose sur le bénévolat. Donc chaque année c'est plus de 100 personnes qui se lèvent tôt le matin, qui se lèvent tôt, qui travaillent même dès le vendredi soir pour préparer cette course et en fait même qui travaillent pour un petit nombre d'entre eux qui travaillent déjà depuis des mois pour l'organisation de cette course. Comme tous les deux, non? Oui, tous les deux. Surtout Mélanie, parce qu'elle est présidente, elle est référente de cette course. Et donc le jour J, c'est des centaines de bénévoles qui travaillent d'arrache-pied pour organiser cette course, mais dans la bonne humeur et la convivialité. Donc ils peuvent écrire. Si vous souhaitez nous rejoindre pour être bénévole, on a tout type de postes, comme distribuer des dossards, comme être pom-pom, comme je vous parlais tout à l'heure, ou comme être signaleur. Donc vous allez sur le site de la course de la Saint-Valentin ou des Frontrunners de Paris, et vous pourrez venir. Il y aura un formulaire que vous pourrez remplir pour nous rejoindre, et nous serons ravis de vous accueillir. Eh bien voilà, ça vous donne envie autour de la table? Eric, moi je le sens bien, parce que courir, c'est ton truc quand même, Eric. Oui, mais pas forcément après des kilomètres. Je peux courir après... Même non, je ne cours même plus après les hommes, d'ailleurs. Il y en a beaucoup à la course de la Saint-Valentin, il faut venir. Des hommes et des femmes. Alors, on va remercier Mélanie et Sébastien d'être venus. Donc, on se donne rendez-vous le 17 février au but de Chaumont pour la course de la Saint-Valentin et un événement qui est rendu possible grâce à des sponsors et partenaires. Oui, alors on est très soutenus et je tiens à remercier beaucoup certains de nos sponsors, notamment la mairie de Paris, notamment la RATP qui nous offre des affichages gratuits dans le métro, notamment la direction de la jeunesse et des sports qui nous permet d'avoir une estrade et toute une installation ultra moderne alors que nous sommes une course associative sans salariés que de bénévoles. Et je tiens aussi à remercier, je citerai nos sponsors historiques qui sont Arc-en-Ciel Immo, Bontin Immobilier, Foulée, Caderas Martin et tout un tas d'autres sponsors qui rendent tous la course possible puisqu'en fait nous sommes tous tout est couvert par les frais soit des inscriptions qui sont très modiques, le 5 km est à 12 € et le 10 km est à 14,50 €, ce qui est très peu cher pour Paris, et par l'aide des sponsors. Et et chaque coureur repart avec des goodies. Oui, c'est quand même, et puis des grands goodies. Enfin, il y a un beau sac, des belles récompenses. Ah, nous avons des belles surprises cette année. Nous avons des belles surprises pour tous les coureurs, les uns et les autres. Je vous laisse, je n'en dirai pas plus pour que vous puissiez deviner, vous voir ça le jour de la course. Et nous avons aussi des belles dotations pour les podiums. On est parmi les meilleures dotations de podiums dans les courses parisiennes. Donc, si vous êtes quelqu'un qui cherche la performance, n'hésitez pas à venir. Si vous aimez vous déguiser, n'hésitez pas à venir. On fait aussi des prix pour les déguisements. Eric. Oui, tu as parlé de 3 courses, dont une course réservée aux non-binaires. Alors, est-ce que tu pourrais nous préciser exactement qui est non-binaire et comment vous faites pour vérifier qu'il est non-binaire? C'est une très bonne question, très bonne remarque. Bon, il y a 3 genres, les hommes, les femmes, les non-binaires. On appelle ça les gender fluides. En fait, on oscille entre ces 3 genres. Aujourd'hui, nous sommes militants et nous défendons des podiums pour des gens non-binaires qui sont des personnes qui se déclarent non-binaires. Et j'en profite pour dire aux personnes trans qu'elles sont aussi les bienvenues et elles s'inscrivent sur le genre de leur choix. Le genre est déclaratif. Alors j'ai oublié le début de la question. Pardon. Et comment vous faites pour c'est la confiance totale. Bien sûr, c'est déclaratif. On se déclare. C'est déclaratif. Vous vérifiez pas. Non, bien sûr qu'on vérifie pas, ni pour les personnes trans, ni pour les personnes non binaires. Et d'ailleurs, on mène un combat auprès de la fédération d'athlétisme, puisque pour l'instant, les personnes non binaires ne sont pas reconnues comme étant une catégorie à part dans la course à pied. Et donc, on a porté ce combat auprès de la fédération, qui nous écoute et qui nous a promis une réponse. Il y a 5 mois sous 6 mois, donc on va entendre. Je pense qu'on va attendre encore peut-être une année, mais pour pouvoir faire de cette catégorie de personnes une catégorie à part entière.
Et je ne vous parle pas du combat pour les personnes trans qui arrive derrière aussi pour la reconnaissance de cette catégorie de personnes. Alors là, moi, je vous dis archi bravo, et c'est génial de faire avancer comme ça au niveau des fédérations. Voilà, ce type de militantisme et de respect aussi de la diversité. C'est très important, la reconnaissance pour l'identité de la personne. Et dans le sport, où on veut s'exprimer librement et être soi, ça l'est, je dirais, d'autant tout plus partout. Mais si, lorsqu'on fait du sport, on doit aussi se nier et être sur le banc des accusés de je ne sais quoi. Donc voilà, bravo. Eh ben, écoutez, merci beaucoup. On le fait pour eux et merci d'autres votre soutien. Mais on est une course donc militante, on est aussi fun et on est la course de l'amour. Donc si vous voulez venir à la Saint-Valentin le 17 février, on vous attend. Peut-être une dernière question, est-ce qu'il y a des associations sportives LGBT+ qui participent aussi, d'autres comme par exemple le foot, En fait, on a un village associatif qui est monté au gymnase Lumière, et on invite de nombreuses associations. On a invité, cette année, il y aura SOS Homophobie qui va venir, qui est pas une association sportive, mais qui est une association LGBT. On a Contact, qui met en relation les parents avec les enfants, qui font face au coming out et aux difficultés que cela peut poser. Cette année, on n'a pas d'association sportive proprement dit qui viennent. On travaille avec tout l'écosystème LGBT de sport réuni sous la fédération sportive LGBT, et on a beaucoup de clubs qui font de la course à pied, en plus soit du football. Brahim, vous me disiez que vous faisiez du football ou tout type de sport, et qui viennent courir la course. Mais on est très inséré dans le milieu de sport LGBT. Merci aux invités, merci Annabelle. Alors, Annabelle, tu vas participer à une course 10 km. Très probablement participer à une course, mais j'hésite entre la formule 10 km ou le 5 km déguisé. On t'attend, Annabelle. Merci à vous. Homo Micro, l'émission LGBTQI+, qui se prend au mot. Nous en sommes au dernier son de la fierté, Anatole. Eh bien, bonsoir. Alors, la dernière fois que nous étions vus, nous avions parlé d'un artiste qui a créé sa notoriété grâce à la plateforme Bandcamp. Et bien, ce soir, on va parler d'un autre artiste qui, pareil, s'est développé grâce à la plateforme. Il s'agit de James Leland Kirby, un musicien, compositeur et producteur britannique né le 9 mai 1974. Kirby a développé une carrière artistique marquée par des expérimentations sonores sous divers pseudonymes. Expérience qui consiste en grande partie à du collage sonore. Ces collages sont parfois humoristiques, comme dans la série V/VM, qui n'hésite pas à faire des remixes destructifs d'Aphex Twin, mais ils sont souvent aboutis dans des projets très sérieux, comme le très célèbre projet The Caretaker, dont nous allons parler ce soir. Ce projet musical est une exploration sonore menée par Leland Kirby sur plusieurs années consécutives. Il avait été inspiré par le film Shining, et notamment la scène de la salle du bal hantée, où on peut entendre la musique fantôme résonnant dans le vide infini de l'hôtel Overlook. Le style musical de The Caretaker est souvent associé au mouvement anthologique. Comprenez là anthologique comme le mot hanté. Un genre de musique développé durant les 2 dernières décennies et porté par des artistes adeptes de l'expérimentation électroacoustique et qui doivent tous leur notoriété à la culture de niche qui se présente sur Internet et donc la plateforme Bandcamp. La musique anthologique explore la nostalgie pour des époques passées, souvent à travers l'utilisation des samples et de vieux enregistrements, ainsi que de méthodes de traitement qui simulent la dégradation. Dans le cas de The Caretaker, cette esthétique est fabriquée en échantillonnant des disques des années 30, confrontés à la décomposition et à la distorsion, créant une expérience d'écoute unique et parfois dérangeante. Le but, faire une représentation sonique de la mémoire, de leur nature volatile et de leur dégradation au cours du temps. Ce projet s'est développé au cours de plusieurs albums concept, comme An Empty Bliss Beyond This World en 2011, Everywhere An Empty Bliss en 2019, Patience After Seblade en 2012, mais le magnum opus de The Caretaker, c'est sans aucun doute le gros projet Everywhere at the End of Time, un projet colossal composé de 6 albums sortis progressivement entre 2016 et 2019, pour un total de 6h30 d'écoute non-stop. Ce projet monumental explore la mémoire, mais cette fois-ci dans le cadre de la maladie neurodégénérative d'Alzheimer. Divisée en 6 parties pour représenter les 6 étapes de la maladie, la musique de Everywhere at the End of Time nous plonge dans des échantillons de vinyle qui tournent en boucle. Au fur et à mesure qu'on avance dans l'album, ces échantillons commencent à perdre en qualité, à se dégrader. Certains s'arrêtent brutalement avant de reprendre. Parfois, des morceaux précédemment écoutés ressurgissent plus tard dans l'album, ce qui fait perdre l'auditeur. Mais c'est en arrivant au-delà de l'étape 4 qu'on se rend bien compte des dommages de la maladie, car la musique commence progressivement à n'avoir ni queue ni tête, devenant une cacophonie de bruit chaotique et effrayant.
Chaque album représente une étape différente de la progression de la maladie, allant de la clarté à la confusion totale. Les premiers albums de la série présentent des mélodies nostalgiques de ballroom et de jazz, tandis que les derniers albums deviennent de plus en plus abstraits, reflétant la désintégration mentale ainsi que l'anxiété et la perte de sens. Everywhere at the End of Time a été salué par la critique pour son ambition artistique et sa capacité à susciter des émotions puissantes chez les auditeurs. C'est devenu un projet emblématique qui a captivé et déconcerté les amateurs de musique expérimentaux et a attiré une attention au-delà de ce cercle, notamment sur Internet. Et étant donné sa taille, rendant le format physique d'ailleurs très limité, c'est grâce à des plateformes comme Bandcamp que ce projet a pu trouver un large public. The Caretaker, sous la direction de James Leland Kirby, représente une exploration audacieuse des frontières de la musique expérimentale. Everywhere at the End of Time est particulièrement remarquable pour sa manière poignante d'aborder des thèmes complexes liés à la mémoire. L'impact émotionnel et conceptuel de ce projet ne se perçoit pas vraiment, sauf en faisant l'entière expérience de Everywhere at the End of Time. Mais en attendant, pour vous donner un avant-goût et en espérant que cela va vous inspirer à découvrir The Caretaker et vous lancer dans son projet, je vous propose d'écouter ce soir un morceau de l'album Everywhere, an Empty Bliss. Le cercle des chroniqueurs. Et on poursuit avec Valérie Beau, j'écris ton nom. Voilà, alors je vous annonçais le nom de Catherine Laurent,
qui vient d'écrire, et le livre là est imminent. Il va sortir de façon imminente au mois début février. J'ai eu le plaisir de le découvrir parce que l'attaché de presse nous l'a envoyé pour découvrir. Le livre s'appelle La possibilité d'un enfant. Alors le sujet du livre. En France, dans les années 80, Camille rencontre par hasard une femme dont elle tombe très amoureuse. Rapidement, elle s'annonce qu'elle voudrait un enfant. 30 ans avant la loi autorisant le mariage pour tous, la réalisation d'un tel projet nécessite une grande quantité de rêves, de hasard, d'amour et de détermination. Puis un jour, l'enfant est bel et bien vivant. Alors quelques mots de l'autrice Catherine Laurent. En 1997, elle participe à un ouvrage collectif paru chez Gallimard, L'Infini, puis publie en 2007 un roman inspiré de sa mère, Il est parti, publié à la Cause des livres. Actuellement à la retraite, elle écrit à Nîmes des ateliers d'écriture dans la ville de Nantes où elle habite. Le texte de ce livre s'adresse à l'enfant de l'enfant. Et pour parler des livres que j'aime lire, et surtout j'aime vous partager des passages, parce que j'estime qu'effectivement, écouter la voix de l'autrice, ça nous parle. Alors j'ai sélectionné quelques passages. Oui, je me demande comment tu vas réagir quand tu vas réaliser que je suis une grand-mère sans lien de sang, une homosexuelle. Est-ce possible que tu me jettes aux orties ? Est-ce que tu vas en souffrir ? Les lois ne nous protègent pas de la bêtise et de la cruauté, et je ne peux pas continuer à vivre sans lâcher quelques cailloux au bord de ton chemin. J'espère que tu pardonneras mes doutes, ma confusion, mon intimité avec laquelle je ne vais pas pouvoir échapper. Plus loin. J'ai rencontré ta grand-mère dans une fête en 1982. Il faisait chaud et le ciel était plein d'étoiles. J'étais arrivée seule, tard, avec l'envie de danser sans retenue. Je ne connaissais personne, pas même Lotte. Une voisine m'avait proposé un carton d'invitation. Alors en effet, cette autrice, à travers le texte, nous partons à l'aventure des vies, de nos vies. À travers elle, on se retrouve. Et toujours les mots sont adressés à l'enfant. Et je vous rappelle, à l'enfant de l'enfant. Comme une transmission, le témoignage de ses origines aussi. Elle lui explique. Je ne savais toujours pas quel mot j'allais employer. Homosexuel, c'était clinique. Lesbienne, militant. Inverti, pédant. Gouine, provocateur. Comment expliquer que j'avais découvert cette chose en moi ? Comment on découvre que son groupe sanguin fait partie des plus rares, que c'était là et que je l'ignorais. L'autrice nous emporte et nous traversait des années sida. Et puis, le premier jour de printemps est née Elsa, ta mère, et, avec elle, une famille heureuse et inquiète. J'ai éprouvé pour la première fois un sentiment douloureux, tant il était puissant. Un sentiment d'amour absolu. Je n'avais pourtant pas enfanté cette petite fille. Je n'avais pas vécu l'expérience la plus forte que puisse vivre une femme. Le tout premier regard de ma fille, a dit Peter Handke, était une réalité à remuer l'univers entier. C'était exactement ça. Ces 179 pages sont un condensé de vie, sincère, juste, vrai, une résistance, un message de la vie, des vies, de nos vies, d'espoir. J'irais jusqu'à dire un témoignage historique pour faire famille, oser la vie, avancer avec douceur, doute, mais surtout amour. L'enfant lira, l'enfant aimera, l'enfant de l'enfant est là. Ce livre est un cadeau. Et ne vous privez pas de le lire. C'est un cadeau, on te l'a offert ? Eh bien, je l'ai reçu par la maison d'édition pour s'en faire une idée. Et puis, si effectivement on a quelque chose à dire au Homo Micro, que l'on puisse en parler. Et je l'ai trouvé vraiment très puissant par sa sincérité. Et cette lettre à un enfant, à l'enfant de l'enfant, est vraiment porteur de vie. Alors je vous ai choisi des passages sans vous dévoiler non plus l'histoire, mais quand même le fond pour vous donner envie de le lire. Ouais. Et vous pourrez le trouver chez Violette & Co, évidemment. Et quelques mots de la maison d'édition, qui est une toute jeune maison d'édition marseillaise, qui s'appelle Maison d'édition féministe de fiction et de non-fiction, où s'arment les luttes émancipatrices d'aujourd'hui et de demain.
Et c'est important de soutenir les petits éditeurs comme ça qui se lancent et qui nous partagent des beautés, parce qu'il faut aussi trouver une maison d'édition quand on écrit ainsi. Merci de nous avoir transmis et partagé ce beau livre, Valérie. Homo Micro, le podcast qui se prend au mot. On termine cette émission Contre vent et marée, la chronique qui bouscule les idées reçues. Aujourd'hui, je prends la parole pour répondre à ces réflexions maladroites qui ont envahi mon entourage en salle de sport. Oui, vous savez, ces commentaires bien intentionnés qui me rappellent à quel point je devrais être heureux et aux anges maintenant que Gabriel Attal, un homme ouvertement homosexuel, est devenu Premier ministre. Ah, c'est formidable, paraît-il. Il y en a de plus en plus des gens comme vous qui envahissent la politique. On vous voit maintenant partout, disent-ils. Permettez-moi de vous dire une chose. Mon bonheur ne dépend pas de l'orientation sexuelle d'un dirigeant politique. La nomination de Gabriel Attal n'est pas une raison pour moi de danser de joie dans les rues. Ce qui compte, ce sont ses compétences, son expérience et son dévouement envers le service public. Son orientation sexuelle ne devrait pas être le critère principal pour apprécier sa nomination. L'inclusion et la diversité sont des valeurs essentielles et elles ont leur place dans toutes les sphères de notre société. Mais il est temps de mettre les choses au clair. La visibilité accrue des personnes LGBTQI+, dans la politique ne signifie pas que nous sommes partout. C'est simplement une réalité de société où les individus LGBTQI+, occupent des postes dans tous les domaines, y compris la politique. Alors pourquoi cela devrait-il perçu comme une menace ? Pourquoi est-ce que cela dérange certains ? Nous sommes là pour représenter et défendre les intérêts de toutes les personnes, qu'importe leur sexualité. En tant que membre de la communauté LGBTQI+, je suis ravi de voir une plus grande diversité dans la politique, mais il est important de se rappeler que nous ne sommes pas définis uniquement par notre orientation sexuelle. Nous sommes des individus avec des talents, des idées et des valeurs qui vont bien au-delà de notre identité. Ne nous réduisez pas à une simple étiquette. Alors oui, Gabriel Attal est devenu Premier ministre et c'est une avancée pour l'inclusion, mais cela ne devrait pas être une excuse pour généraliser ou stéréotyper les personnes LGBTQI+. Nous sommes des individus uniques et notre contribution à la politique doit être évaluée en fonction de nos compétences et de notre engagement, pas de notre orientation sexuelle. Apprécions la diversité et célébrons les réussites individuelles tout en respectant la complexité de chaque personne. Voilà, c'était ma chronique incisive, mon droit de réponse à ces réflexions maladroites. Et n'oublions pas que la diversité est une force et qu'elle fait la richesse de notre société. J'ai dit. Je voulais terminer avec ça parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, je me rendais en salle, tout de suite, les gens savant que je suis homo, même d'autres en prenaient plein la gueule, quoi. C'est un peu usant et fatigant. Alors d'autres le faisaient un peu avec le sourire comme ça, comme si de rien n'était, mais ça finit par être un peu ennuyeux. Et pénible. Voilà, Bravo, je me suis dit, merci. tiens, je voulais taper le poing sur la table pour terminer cette première émission de l'année. Voilà, merci d'avoir répondu à l'invitation, Éric Garnier. Merci Valérie Beau, merci Annabelle Guiraud, merci aux invités, rappelez-nous vos prénoms. Mélanie, merci à toi. Et Sébastien, merci Brahim. Merci, j'espère que vous m'inviterez à la course du 14 février, 17 février prochain. Le 14 c'est la Saint-Valentin. Ouais. Merci aux réalisateurs, au revoir Anatole, au revoir Nathan, et à très vite pour une prochaine aventure. Ciao ciao, passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Bye bye. Hey! Oh non! Cette émission est maintenant terminée, mais... un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.